à toutes et à tous. Merci de participer donc à cet atelier qui va être dédié sur la simulation numérique en santé et leur intégration bien sûr dans les programmes de formation, sujet qu'on a un peu abordé ce matin avec l'atelier mené par Formatique Santé. Donc je me présente, je suis Jérôme Leleu. Je dirige donc Interaction Healthcare, qui est une société qui est spécialisée dans le développement d'applications numériques pour les patients et les professionnels de santé, donc dans le champ de la e-santé. Et je suis en charge plus particulièrement depuis maintenant une année sur le développement stratégique d'un département d'Interaction Healthcare qui s'appelle Sim4Health et qui a pour objectif et ambition de fournir de nouveaux outils numériques pour la formation des professionnels de santé. Je suis accompagné aujourd'hui de deux personnes de l'équipe, Lucille Lim, donc qui est pharmacien et qui est chef de projet en simulation numérique en santé, donc qui pourra nous expliquer notamment les nouveaux modèles dans le domaine de la simulation. Et puis également Caroline Simon-Pietri, qui est socio-anthropologue et qui vous expliquera comment un socio-anthropologue travaille dans une entreprise du numérique et apporte sa démarche scientifique et académique dans les dispositifs, puisque c'est un sujet qui a été abordé notamment après la conférence de Formatique Santé sur les aspects d'évaluation, de tests et de vérification, je dirais, de la pertinence de ce type d'outils. Donc en quelques secondes, vous présentez Sim4Health pour ceux qui ne connaissent pas encore. Donc on est aujourd'hui une société pour la globalité donc, de 45 personnes, dont plusieurs personnes dédiées pour ce département, avec un ADN assez important qui est illustré, je pense, notamment par Lucille, avec un ADN qui est moitié dans la partie technologique, puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on voit en termes de 3D, mais ce n'est pas l'élément principal. L'élément principal, c'est la partie connaissance médicale. Et puis, bien évidemment, aussi un élément que Caroline va pouvoir illustrer, par rapport à cette équipe pluridisciplinaire, c'est également l'aspect pédagogique qui est essentiel, bien sûr, dans le domaine de la simulation. Alors, je suis passé rapidement juste sur un élément qui nous semble essentiel. On parle de pédagogie, on parle de médical, on parle de technologie, mais on va surtout parler des professionnels de santé dans leur usage au quotidien de la simulation. Et puis, bien sûr, le patient, puisque l'objectif de la simulation numérique en santé, c'est avant tout d'être respectueux de ce concept éthique qui a été lancé par la Haute Autorité de Santé suite à un rapport du professeur Grandry en 2012, qui est donc jamais la première fois sur le patient, comme on peut le voir, bien sûr, dans d'autres domaines, comme notamment l'aéronautique, qui a souhaité, il y a maintenant une quarantaine ou une cinquantaine d'années, former ses pilotes avec, bien sûr, des simulateurs. On verra bien sûr que la partie médicale et le patient, le corps humain, est plus complexe encore qu'un cockpit, et donc il faudra donc intégrer d'autres compléments. Au niveau des sujets ou des solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui, bien sûr, on développe des applications sur mesure en termes de simulateurs. On a à ce jour développé plus de 22 000 professionnels de santé ont été formés avec nos solutions. Mais on essaie d'aller plus loin en proposant notamment des concepts que Lucille va nous développer tout à l'heure sur la partie Medicactive, qui est la première plateforme dédiée à la simulation numérique en santé, puis également des outils auteurs comme Passion Genesis, qui permet aux équipes pédagogiques et médicales de créer leurs propres simulateurs et cas cliniques virtuels. Alors ce qui est important, c'est que le concept de simulation numérique s'inscrit dans les grandes tendances de la e-formation en santé. Et je dirais plus globalement ce qui se passe dans la société en général, c'est que bien sûr, il y a une volonté de développer la formation à distance, tout en confortant bien sûr le présentiel, et notamment les concepts de blended learning qui sont fortement développés. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau dispositif numérique qui doit être présent à la formation. Cette formation, elle est digitalisée, même si on veut bien sûr garder ce contact humain important. Le principe éthique que je vous ai déjà évoqué, et puis le succès de modèles collaboratifs qui nous semble essentiel aujourd'hui, d'apporter de nouvelles solutions par rapport à la formation en santé. Alors, c'est vrai que sur la formation médicale, alors je fais une précision importante, l'ensemble de la simulation touche l'ensemble des professionnels de santé, pas uniquement en médecine, dans le paramédical, même également on a des projets aujourd'hui dans le médico-social, donc qui doit permettre à l'ensemble des acteurs de santé de pouvoir bénéficier de ces innovations. Donc l'apprentissage aujourd'hui que vous connaissez entre les différents cycles, et puis bien sûr tout ce qui est autour du DPC, donc la formation continue. Je voudrais mettre en exergue une innovation qui a été quand même reconnue
il y a maintenant quelques jours avec les ECNI. Vous savez qu'en 6e année, donc, les étudiants passent cet examen. Et cette année, pour la première fois en France, et je pense, d'après les organisateurs, une innovation qui pourrait être mondiale aujourd'hui, d'avoir passé en fait l'ensemble des examens sur tablette. Donc c'est vrai qu'on nous parle souvent sur la simulation numérique ou plus généralement l'innovation. Oui, mais ça va être long dans la santé. Oui, ça va être long dans le domaine de la formation. Preuve en est qu'aujourd'hui, les ECNI les ECN sont passés donc sur tablette, et donc qui montre que s'il y a un aspect systémique, un aspect organisationnel, eh bien on peut développer la partie numérique dans la formation. Alors, comment s'intègre la simulation numérique en santé ? Vous avez bien sûr la simulation qui est faite notamment avec des mannequins. Je crois qu'il y a une innovation qui a été montrée par Thales juste à côté. Tout ce qui va être également patient standardisé, les jeux d'acteurs. Donc avec bien sûr une approche entre l'aspect relationnel, l'aspect procédural. Et puis vous avez sur la partie en bas à gauche du champ de l'électronique avec les jeux sérieux, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la simulation numérique s'inscrit dans ce champ. Peut-être, parce que c'était des questions qui ont été évoquées notamment ce matin sur la dimension économique, il faut savoir que le marché de la simulation au niveau mondial, c'est près de 2 milliards de dollars au niveau mondial et qui touche l'ensemble des domaines que je viens de vous exposer. Et puis on a à peu près 600 à 700 millions de dollars dans les 2-3 ans qui viennent, uniquement sur le champ de la partie numérique. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est très spécifique, mais qui montre qu'il y a bien sûr une appétence des acteurs de santé et bien sûr de l'ensemble des commanditaires dans ce domaine. Alors, pour être le plus concret possible sur les solutions, et puis que vous puissiez donc les visualiser. Alors, bien sûr, dans la méthode, on parle beaucoup d'interactivité. Alors, n'hésitez pas à poser des questions si les choses ne sont pas claires. C'est le but de l'université. 3 types de simulation et de cas cliniques virtuels, mais également aussi de réalité virtuelle. Le premier, on va le décrire donc, notamment sur la partie procédurale. Donc, c'est un projet qui a été porté avec le Lab for Sims, qui est le centre de simulation du Kremlin-Bicêtre, donc Paris Sud, et pour lequel on a développé... Alors, excusez-moi, on va commencer par la consultation virtuelle. Donc là, ici, c'est un projet qui a été porté avec le CHU de Bordeaux, où vous avez des consultations virtuelles. Donc là, c'est intéressant, c'est qu'on touche plusieurs acteurs de santé, des médecins généralistes, donc un patient qui arrive ici au cabinet du médecin généraliste, qui peut donc bien sûr faire des examens cliniques. Donc là, l'idée, c'est de développer le raisonnement clinique de l'étudiant ou du professionnel de santé en activité par rapport à une problématique particulière. Là, ce qui est intéressant, c'est que le CHU de Bordeaux ainsi que la faculté de médecine souhaitent développer une approche sur de long terme. Et donc là, c'est un patient qui est pris en charge sur 10 ans. Et donc, vous avez l'ensemble des interactions que vous voyez à l'écran et qui permettent en fait au médecin ou à l'étudiant de comprendre ce qu'a le patient et de découvrir par le dossier médical, et on va en parler tout à l'heure, par les informations dans le simulateur, lui permettre de prendre la bonne décision. Deuxième exemple qui nous semble intéressant, et donc celui que j'évoquais tout à l'heure, donc du Kremlin-Bicêtre, donc le Lab for Sims. Il faut savoir qu'il y a une volonté quand même que tous les CHU, dès 2017, soient équipés de centres de simulation. Vous avez là un simulateur qui est fait pour les soins infirmiers, ici dans le cas présent, au niveau objectif pédagogique, sur la prise en charge en chirurgie orthopédique, donc d'une patiente qui a eu donc une prothèse de hanche totale et pour lequel vous devez donc intervenir donc dans cette salle comme vous pourriez le faire dans la vie réelle. C'est le principe même de la simulation, et donc d'interagir avec 3 niveaux. Le premier essentiel qui est l'aspect humain, donc avec la patiente dans le cas présent, et donc de pouvoir faire les vérifications qui vous semblent nécessaires. Donc un des éléments de la simulation, c'est de mettre au cœur la décision. Donc là, si je souhaite vérifier tel ou tel matériel médical ou information qui me sont intéressantes, c'est moi qui décide de le faire. Alors c'est intéressant, notamment dans l'aspect procédural, si vous avez des recommandations où vous devez intervenir au bout de quelques minutes. Si vous ne le faites pas, bien sûr, le dispositif vous l'informe. Alors c'est souvent à la discrétion des équipes pédagogiques
Il y a très rarement de ce qu'on appelle le game over, puisqu'on parle beaucoup de jeux vidéo pour des aspects pédagogiques, parce que c'est assez traumatisant pour les personnes, mais on peut comprendre par rapport aux différents gestes. Ces gestes sont nécessaires. Est-ce qu'ils ont été mis dans le bon ordre? C'est bien sûr à l'équipe pédagogique et à l'équipe médicale de le définir. Et là aussi, je réinsiste, on a une équipe qui est passionnante au niveau technologique, qui apporte beaucoup d'innovation, mais à chaque fois, on le remet dans le cœur de est-ce que ça sert d'un point de vue pédagogique? Est-ce que c'est pertinent par l'écriture faite par les experts, par les acteurs? Donc ici, ce sont bien sûr les membres de l'équipe donc, du Kremlin Bicêtre qui sont intervenus et qui donnent le contenu, où il y a une réunion avec plusieurs acteurs, avec les soins infirmiers, pour pouvoir définir le contenu. Ça nous semble essentiel dans la réussite de la simulation. Et puis un troisième niveau, qui est l'échange aussi avec les autres services, les autres acteurs de soins. Et ici, vous pouvez accéder donc au dossier de soins, d'avoir de l'information. Et on réfléchit beaucoup à également une notion de pouvoir donner de l'information, communiquer avec d'autres acteurs de manière encore plus importante, notamment avec des fenêtres de dialogue qui permettraient de le faire, ce qu'on commence à faire avec Patient Genesis sur l'agent conversationnel entre le patient et le médecin. Et donc je peux ensuite aller vers d'autres consultations si je le souhaite. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans le cadre des simulateurs, là on l'a vu avec cette horloge, eh bien, si vous demandez un examen, il va prendre en compte le temps nécessaire dans la vie réelle pour pouvoir le faire. Donc ça veut dire que là aussi, si dans votre parcours pédagogique, dans le cas qui a été défini, si vous mettez un examen qui est nécessaire, mais qui va dépasser les recommandations, eh bien ça va être pris en compte dans la marge. Donc je redonne quelques éléments importants qui sont bien sûr les connaissances et les compétences. Et vous verrez tout à l'heure une intervention du professeur Ganry qui également intègre le 3e C avec le comportement, qui est essentiel. Donc il n'y a pas que la connaissance et la compétence qui rentrent en ligne de compte. Et puis bien sûr, la place de la simulation numérique en termes de moyens pédagogiques, ça confirme tous les propos qu'on a tenus depuis ce matin, qui sont bien sûr une intégration dans la diversité entre les stages, les simulateurs haute fidélité, les cours, bien évidemment, les dossiers progressifs, bref, tout ce que peut rencontrer les étudiants et les problèmes de santé en activité dans leur processus de formation. Donc, avant de laisser la parole à Lucille pour vous expliquer d'autres modalités et surtout comment on peut maintenant diffuser cette technologie, puisque là, je pense que la croyance collective que le numérique est important, doit être, mis en perspective avec notamment des personnes comme Caroline qui vont travailler sur la pertinence scientifique et académique de ces solutions. Il faut également imaginer d'autres modèles. Et il faut également prévoir de l'innovation. Et on a montré une vidéo ce matin qui a eu un bel intérêt, qui est sur les HoloLens et qui a pour objectif en fait, de fournir des nouvelles techniques holographiques. Alors je vois qu'il y a un petit souci sur la vidéo, je vais vous montrer voilà, ici. Voilà, donc c'est Microsoft HoloLens qui a lancé une nouvelle façon de voir l'anatomie. Students get a cadaver, then they look at medical illustrations, and it's completely two-dimensional, and the human body isn't. Microsoft HoloLens is a holographic computer that you wear. It enables you to bring your digital world into your real world. At Case Western Reserve University, we are focused on solving problems and creating new knowledge. My job is to teach, and I really think this could impact almost everything that we teach people. With HoloLens, you can see the muscles on top of the skeleton all at the same time. You can bring them in and out and exactly understand where things sit. You can take any anatomical part and show any of it. You can move it around, you can make it kind of translucent so you can see through the outside, and that really helped me understand how cardiac anatomy worked. I actually had a moment where I found the aortic valve, and it was the first time that I'd actually seen the aortic valve in relation to all the other anatomical structures. It was a way of seeing it that you couldn't do with an actual heart. I think this will improve students' confidence in learning anatomy dramatically. By creating simulations with the HoloLens that lets them have an experience where they can fail
That would be the best way to learn because we don't allow people to fail too much in real-life medicine. With HoloLens, you could imagine having a class standing around a model, almost like a tour group in a museum, where they're all interacting completely naturally. I spend a huge amount of time to make sure they become the best professionals because it's all of our jobs to make the world a better place. Je vais demander à Lucille de me rejoindre pour vous parler maintenant des nouveaux modèles de formation en santé. Bonjour, donc Lucille Lim, en effet je suis pharmacien et faisant partie de l'équipe du coup Sim4Health. Donc j'agis en tant que chef de projet sur des projets de simulation et de cas cliniques virtuels à destination des professionnels de santé. Et aussi en tant que, on va dire, chausse-pied, donc c'est-à-dire faire le lien entre le fond et la forme. C'est-à-dire qu'on va régulièrement faire appel à des experts pour avoir le niveau le plus haut en termes de contenu sur nos cas cliniques. Et de l'autre côté, l'interfaçage avec nos équipes techniques qui, en effet, comme le disait Jérôme, ont souvent de très bonnes idées. Et justement, c'est de faire le lien entre les deux. Donc là, je vais vous présenter Medicactive. Donc Medicactive, qu'est-ce que c'est ? C'est la plateforme qu'on a lancée dernièrement qui permet de recevoir et de diffuser au plus grand nombre les cas cliniques qui ont été créés. Donc vous pouvez aller sur medicactive.com, hein, le site est en ligne. Vous pouvez créer un compte gratuitement. Et dessus, vous verrez 5 cas cliniques pilotes que nous avons décidé de diffuser gratuitement et qui suivent en fait la chronologie d'un patient, un check-up initial, sur lequel on va découvrir en fait une pathologie cardiaque jusqu'à son hospitalisation en fait, et tout cela dans un temps de 10 ans, dans une durée de 10 ans. Je vais vous montrer maintenant une vidéo qui va vous expliquer un peu plus comment marche Medicactive. Voilà, donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il y a quand même une multitude d'usages autour de ce projet de plateforme, parce que ça s'adresse en même temps aux professeurs de faculté, en même temps aux professeurs en centre de formation, mais aussi aux étudiants, finalement. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, en pharmacie, en 5e année, on a ce qu'on appelle les DBT, donc les dossiers biologiques et thérapeutiques, où, en gros, on nous demande de jouer un peu au Dr House. C'est-à-dire qu'on va nous donner un cas clinique sur papier et on va nous demander d'analyser les résultats biologiques, d'imagerie, de faire des suppositions sur la pathologie, d'établir une stratégie thérapeutique, etc. Donc pour cela, en général, les étudiants en pharma ingurgitent, on va dire, 7 auteurs de poly en papier. Donc là, l'idée, ce serait plutôt, au lieu de travailler sur papier, justement, qu'ils puissent aller sur Medicactive, qui tape les mots-clés qu'il faut, c'est-à-dire par exemple
cas clinique oncologie, hashtag douleur, hashtag éducation thérapeutique, et hop, il trouve son cas clinique, et il peut s'entraîner avec. Donc la personne peut soit s'entraîner en effet toute seule en individuel chez elle, mais aussi avec des professeurs 2D, c'est-à-dire qu'un formateur ou un professeur peut télécharger des cas et ensuite en discuter en groupe. Et c'est là où il y a vraiment la force de ce projet, c'est surtout à la phase en fait, de discussion autour du cas. Parce qu'on ne prétend pas en fait, avec nos cas diffuser une vérité absolue par rapport aux différents scénarios qu'il y a, mais surtout en fait, être une place d'échange. Donc entre les étudiants, mais aussi entre les différents professionnels de santé, car cela s'adresse aussi aux professionnels de santé en exercice pour la formation continue. En termes concrets de diffusion, Médicative est disponible via un navigateur web, tout simplement, vous connectez sur Internet. Vous pouvez aussi l'avoir sur votre PC ou sur votre Mac, comme une application, ou sur votre tablette. Donc voilà, donc ça laisse quand même un panel assez large d'utilisation. Par rapport ensuite au modèle en fait, qu'on est en train de mettre en place grâce à Médicactive, donc en fait on a plusieurs modalités. Dans le premier cas, vous pouvez faire appel à Sim4Health pour vous accompagner dans la création d'un cas clinique. Donc là, dans ce cas, nos équipes vont vous accompagner de la conception à la rédaction jusqu'à la diffusion sur Médicactive. Ou sinon, comme je vais vous le présenter ensuite, on est en train de développer un outil éditeur qui s'appelle Passion Genesis, qui va vous permettre de créer vous-même vos cas cliniques de façon totalement autonome. Ensuite, le cas clinique créé sera diffusé sur la plateforme. Et là, deux modalités différentes. Soit vous décidez de le diffuser au sein de votre faculté, par exemple, fermé à votre groupe. Vous pouvez le diffuser de façon gratuite au grand public ou le diffuser sinon en cas payant. Et il y aura dans ce cas-là une répartition des bénéfices entre vous, l'auteur, et nous en tant qu'administrateur de la plateforme. Donc maintenant, je vais vous présenter Passion Genesis. Donc pour aller jusqu'au bout du concept et des cas cliniques virtuels et de simulation, ce qu'on a souhaité faire, c'est en fait pouvoir permettre à tout à chacun de créer ses propres cas cliniques, ses propres scénarios, de façon autonome. Donc, Passion Genesis est une brique en fait intégrée à Médicactive qui va vous permettre du coup de créer de A à Z votre cas clinique. Donc vous arrivez avec votre scénario. Donc vous allez pouvoir rentrer le cas clinique de A à Z, c'est-à-dire le dossier médical du patient, son profil, les différents examens cliniques à prescrire, les différents traitements qu'on pourrait proposer. On peut aller très très loin en fait en termes de fonctionnalité. Et en termes de forme aussi, parce que c'est quand même important, surtout pour des étudiants de la nouvelle génération, c'est-à-dire on va faire très attention à la forme. Vous allez aussi pouvoir personnaliser les éléments graphiques, c'est-à-dire du coup l'avatar qui va être représentant du patient, mais aussi les éléments graphiques comme les décors. Donc là, en fait, c'est les 12 modules nécessaires définis par le professeur Grandry lors de notre collaboration justement pour créer les premiers cas cliniques que vous avez sur Médicactive et qui définissent on va dire les briques principales importantes lorsque vous voulez faire de la simulation par cas clinique. Donc par rapport à Passion Genesis, donc c'est un projet collaboratif. Pour le mener à bout, on est en partenariat avec le CHU d'Angers, le LIMSI qui est en fait en train de développer avec nous en fait un agent conversationnel, c'est-à-dire que dans le cas clinique, au lieu d'avoir un listing assez classique de questions à poser au patient pour l'interrogateur patient initial, vous allez rentrer, l'étudiant va rentrer lui-même en fait les questions qu'il souhaite poser au patient, c'est-à-dire comment allez-vous, Monsieur Durand, et là vous entendrez Monsieur Durand vous répondre oui ça va mais je suis un peu fatigué depuis une semaine, etc., etc. Donc là ça offre quand même un grand panel de possibilités. On a aussi un interfaçage avec le Vidal, très important pour tout ce qui est prescription et toutes les on va dire la sensibilisation aux contre-indications aussi. C'était aussi un projet qui a été porté par notamment Cap Digital et BPI France. Donc comme je vous l'ai dit, les utilisateurs de Passion Genesis, ça peut être autant les universités que les CHU, les centres de formation, et aussi de façon autonome les étudiants et les professionnels de santé. Donc voici un peu une idée de l'interface que vous auriez si vous décidiez de vous inscrire à Médicactive
et un compte Patient Genesis, c'est-à-dire que vous allez rentrer vos propres cas cliniques. Donc là, par exemple, on a des cas en préparation. Donc vous voyez un petit listing en fait de cas. Voilà. Donc là, en fait, c'est un petit tutoriel pour expliquer comment on crée un cas. Donc là, on rajoute une consultation avec un titre, un patient. Et vous voyez en fait les différentes rubriques que vous allez voir sur la gauche, c'est les différentes briques en fait finalement du cas clinique que vous allez créer, on va dire la colonne vertébrale de votre scénario. Donc vous allez pouvoir indiquer de quel aire médical on parle, de quel type de patho, quel type de problématique, remplir le profil patient. Définir de façon plus ou moins précise le dossier médical. Et donc en fait, on a souhaité faire une interface la plus simple et ergonomique possible. Donc voilà, vous rentrez tout simplement vos questions. Et en fait, il y a une voix de synthèse, voilà, qui, bon là on l'entend pas, mais du patient qui vous répond du coup. Donc là, c'est la phase d'examen clinique, où vous allez pouvoir définir les différents examens à effectuer sur le patient, avec différents positionnements aussi. Vous pouvez rajouter aussi des images, des vidéos, des recommandations. Et enfin, créer les différentes questions, quiz que vous souhaitez soumettre aux étudiants. Donc voilà, donc vous voyez en direct en fait comment ça se transforme du côté utilisateur final finalement, ce que eux ils vont voir en même temps que vous tapez derrière en fait votre cas clinique. Voilà, bon, je vais arrêter la vidéo. Voilà, là on a le choix de l'avatar. Ouais. Je veux bien. Hop. Ouais. Ouais. Et là, on voulait vous montrer en fait, une vidéo qu'on a tournée avec le professeur Grand-I, du coup, qui était justement partenaire sur le projet pilote de Patient Genesis. On parle classiquement des 3 C pour la formation, c'est-à-dire connaissance, compétence et comportement. Connaissance, le savoir, compétence, savoir-faire et comportement, savoir-être. Et alors la simulation intervient à toutes les étapes. On pourrait dire aujourd'hui que la simulation numérique, par l'intermédiaire du e-learning en particulier, intéresse surtout les premières années de nos études, je vais dire des professionnels de santé en général. Et puis rapidement, on s'adresse aux compétences techniques, et là on s'adresse beaucoup aux mannequins, à la simulation dite synthétique, puisque là on peut faire de très nombreux gestes, tant en simulation dite procédurale, on peut faire par exemple des ponctions lombaires, des voies veineuses, etc. Tant en simulation synthétique haute fidélité, qui sont pilotées par ordinateur et qui permettent de recréer des situations très proches de la réalité. Ici par exemple, vous voyez un patient de réanimation qui a des tuyaux un petit peu partout, et lorsque l'interne par exemple de réanimation se retrouve dans cette situation, il est vraiment plongé dans un univers très proche de la réalité et il doit réagir quasiment comme dans la réalité. Et puis, cette simulation dite humaine intervient avec des acteurs, comme j'évoquais tout à l'heure, intervient presque à toutes les étapes de la formation. Parce que là, on a affaire à des vrais faux patients avec lesquels on peut discuter, on peut raisonner, et on peut avoir des réactions diverses et variées. Et donc, vous voyez qu'à chaque étape de la formation des professionnels de santé, on peut peut-être préférentiellement la simulation numérique au début, mais en fait, dans tout le parcours, on peut s'en servir, si je puis dire. La simulation avec les mannequins, plus dans le savoir-faire, les compétences techniques. Et puis la simulation humaine, là aussi, à toutes les étapes pour la relation humaine qui est irremplaçable. Le mannequin ne remplacera jamais le patient. Et dans notre cursus, par exemple, à Angers, cette relation avec les acteurs, cette relation humaine existe dès les premières années, mais dure jusqu'à l'internat.
voire au-delà, bien sûr, en formation continue. Le projet Patient Genesis, qui permet d'avoir accès à une banque de données de cas cliniques gratuits, permettra peut-être que nos apprenants aient accès au numérique de façon pas très onéreuse. Et ça, en effet, avec ce type de projet, on peut espérer que le numérique sera accessible à beaucoup. Je vois aussi Patient Genesis comme un moyen d'aller voir un cas clinique qui vous préoccupe dans le service, et vous allez voir comment ils ont fait le cas clinique de Patient Genesis et quels examens complémentaires ils ont fait, quels traitements ils ont fait, et on l'applique aux patients qui nous préoccupent. La question du partenariat est essentielle dans la mesure où ce partenariat public-privé en particulier est indispensable au développement de la simulation de demain. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est vraiment un travail d'équipe. On a vu que travailler avec Interaction Healthcare, avec Vidal et sa banque de données énorme, nous permet de progresser de façon considérable. Ce travail d'équipe a profité également à nos étudiants, puisqu'ils voient aussi qu'on ne peut rien faire seul dans son coin. Il faut travailler avec des gens qui maîtrisent l'informatique, avec des gens qui ont une expérience dans le médicament, etc., des gens qui ont l'expérience dans le traitement des données. Et la médecine de demain, de toute façon, sera une médecine d'équipe et il faut travailler en collaboration. C'est indispensable. La simulation numérique, on l'a dit, prend une importance tout à fait considérable aujourd'hui et demain, je pense qu'elle le fera encore plus. La question qui se pose et que vous posez est celle du financement. En effet, le développement, par exemple, d'un jeu sérieux coûte cher, le développement de programmes informatiques coûte cher. En France, nous avons ces ressources humaines et elles sont importantes et elles sont vraiment de haute qualité. Mais j'allais dire, malheureusement, nous n'avons pas aujourd'hui, en tout cas partout, les ressources financières nécessaires pour rémunérer tous ces spécialistes. Mais demain, nous aurons besoin de spécialistes du numérique dans nos CHU, dans nos universités. C'est clair, nous en avons déjà besoin aujourd'hui et ils sont déjà présents. Mais demain, ce sera encore beaucoup plus important et il faudra peut-être considérer ce métier-là comme un métier essentiel au progrès pour la santé. Donc là, en fait, cette vidéo, je pense, a bien résumé le fait que la simulation numérique, en tout cas en santé, ne va pas remplacer les outils existants, mais bien un complément pertinent dans la formation initiale et continue des professionnels de santé. Et je pense que ça montrait aussi, ça mettait bien en exergue aussi l'importance de la synergie des talents à mettre en œuvre et l'énergie à fournir aussi dans ce genre de projet. Donc, je vais vous introduire maintenant Caroline Simon-Pietri, qui fait aussi partie des talents d'Interaction Healthcare et de Sim4Health, qui va nous parler des outils efficaces dans l'apprentissage. Oui, bonjour à tous. Donc, comme Jérôme vous l'expliquait, je suis la socio-anthropologue de la société. Donc, en général, c'est un titre qui interpelle beaucoup. Donc, déjà, pour un peu résumer très brièvement, qu'est-ce que la socio-anthropologie ? Donc, c'est très caricaturé, très bref. Mais la sociologie, généralement, c'est plutôt des études quantitatives dans des sociétés modernes. L'anthropologie, c'est plutôt des études qualitatives. On va dire, à la base, c'était plutôt dans les colonies, chez les autochtones. Là, maintenant, en fait, la socio-anthropologie, qu'est-ce que c'est ? C'est les méthodes de l'anthropologie adaptées à un monde industrialisé, moderne. Donc là, en l'occurrence, les nouvelles technologies en France et à l'international. Donc, je ne sais pas si déjà là, c'est clair là-dessus. Si vous avez des questions ? Donc, je vais passer à la suite. Donc, à quoi ça sert, finalement, la socio-anthropologie en entreprise ? Alors, déjà, oui, je n'ai pas précisé, mais c'est un projet de recherche en partenariat avec l'Université Paris-Descartes. Donc, on est en train de faire. Donc, je remercie vraiment Jérôme de m'avoir intégré pour faire ce projet, pour faire cette étude. Donc, l'idée, c'est de comprendre un projet de simulation numérique. C'est de comprendre, en fait, c'est d'étudier de la création à sa réception. Donc, la création, quelle est la demande client ? Comment est-ce qu'après, on va pouvoir le diffuser ? Comment on va pouvoir le concevoir ? Donc, avec toutes les équipes pluridisciplinaires dont on a parlé, donc avec des pharmaciens, des développeurs, des graphistes, des animateurs 3D, vraiment beaucoup de monde très pluridisciplinaire.
Et donc bien sûr la réception donc, chez l'utilisateur final. Donc là en l'occurrence, ça serait les étudiants en médecine et les professionnels de santé, mais j'étudie aussi les réceptions de Serious Game chez les patients. Mais ce n'est pas notre sujet du moment. Donc pourquoi est-ce que j'analyse ça? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est les contraintes. J'aurais essayé de comprendre les contraintes de diffusion et pourquoi les contraintes. En comprenant les contraintes, on va pouvoir trouver des leviers d'amélioration. Déjà, pouvoir dire à Jérôme, oulala, là, c'est pas du tout, on va pas dans le bon sens. Et après, dans l'interne, essayer de trouver, là, ça marche pas, ou là, c'est plutôt pas mal, ou comment est-ce qu'on pourrait le développer, comment on pourrait améliorer. Donc finalement, ça a 2 rôles. Donc, trouver des axes d'amélioration et des nouvelles idées d'application en interne. Ensuite, c'est aussi bien comprendre l'impact chez l'usager final, donc ce que je disais. Donc la méthode qualitative qui est utilisée, c'est beaucoup d'observations participantes. Donc l'observation participante, c'est exactement ce que faisait Claude Lévi-Strauss dans ses tribus d'indigènes. Donc il va avec eux, il travaille avec eux, il vit avec eux et il essaie de les comprendre. Donc moi, je vis avec interaction, donc j'essaye de les comprendre et j'essaye aussi bien sûr de comprendre nos usagers finaux. Bien sûr, tout ça c'est complété par des entretiens semi-directifs qui sont transcrits, codés, etc. Donc quand même assez carré. Donc en fait, je me balade sur plusieurs projets, donc principalement Patient Genesis, dont Lucille vous a parlé, aussi sur Medicactive, mais j'ai aussi fait de la formation continue pour les professionnels de santé. Plusieurs projets différents, donc je me balade dans les projets, de temps en temps je suis chef de projet, de temps en temps je fais juste la fin, ça dépend, de temps en temps je fais juste l'avant-vente de projet. Et en fait, l'idée, c'est un peu de comparer tout ça, finalement. Qu'est-ce qui va stimuler l'apprentissage ? Parce que, par exemple, la création de cas cliniques comme Patient Genesis, finalement, c'est aussi un modèle d'apprentissage. Les enseignants, ils vont créer des cas pour leurs étudiants, par exemple, mais les étudiants, ils peuvent aussi créer des cas, parce que finalement, créer des cas, ça permet d'apprendre, par exemple. Bien sûr, résoudre des cas cliniques, ça permet aussi d'apprendre. Donc voilà. Donc je vais essayer de comparer la création de cas cliniques, la résolution de cas cliniques. Je vais essayer de comparer quelle est la différence, les nuances entre la formation initiale des étudiants et la formation continue des professionnels. J'ai essayé de voir un peu l'impact entre les formations collectives et individuelles, quelles sont les différences. Et après aussi faire la différence et comparer entre des consultations virtuelles en cabinet, donc plus classiques, et des consultations d'urgence. Donc qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui est bien, voilà, donc tout ça pour après briefer. Quelles sont les contraintes donc, pour la diffusion, et puis finalement quel est l'impact dans l'apprentissage des professionnels de santé. Est-ce que vous avez des questions? Toujours pas? Hop. Alors, si on regarde un peu dans la littérature, donc faut pas mentir non plus, il y a beaucoup d'études qui sont faites dans les Serious Games sur la simulation numérique. Donc, clairement, ça apporte beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'études qui disent que travailler avec des outils de simulation, c'est comme les simulateurs de vol, comme expliquait Jérôme. Bon, forcément, c'est un avantage par rapport à une formation traditionnelle, plus classique, les cours magistraux avec transmission passive d'une information. Donc, ce qui s'est dit dans la littérature, c'est que, par exemple, dans la santé, ça diminuait le temps de formation des gestes techniques. Ça pouvait aussi améliorer des résultats en termes de résolution de problèmes et ça pouvait permettre une meilleure rétention mnésique, donc une meilleure absorption des informations à mémoriser. Par contre, il y a quand même des études aussi qui ne montrent pas forcément qu'il y a des avantages, ce qui n'est pas forcément négatif, ça montre juste que les résultats sont comparables. Donc qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer de ça finalement? Il y a des études qui disent qu'il y a un avantage, il y a des études qui disent que c'est comparable. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il n'y en a pas une qui dit que c'est moins bien. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, toutes les études qui disent que les résultats sont comparables, jamais ils ne discréditent la simulation numérique ou ils ne donnent des avis négatifs. Donc ce qui est quand même plutôt positif. Et ils sont tous d'accord, il y a vraiment un consensus qui est fait, qui dit que de toutes les façons, participer à des jeux comme ça, même si ça, entre guillemets, n'améliorerait pas, en tout cas ça resterait comparable, en tout cas ça permet une amélioration de l'estime de toi, un entrain, un amusement à vouloir apprendre, et ça forcément, ça permet d'apprendre. Donc, comme je vous disais, je fais de la socio-anthropologie, et donc en fait, quel est l'intérêt? C'est que pour évaluer finalement correctement un apprentissage, il faut aussi analyser le contexte d'apprentissage. Donc, ce que je vous disais, la création, la diffusion au sein de nos équipes, mais après, il va y avoir bien sûr la réception. Donc pour ça, par exemple, par rapport au projet Patient Genesis, j'ai rencontré le professeur Grandry, on a parlé un peu justement de la pédagogie, du concours, de l'ECN, on essaie de comprendre comment finalement la simulation numérique pourrait s'intégrer là-dedans, comment ça peut s'intégrer par rapport à tous les autres outils de simulation. Donc aussi bien un patient standardisé qui pourrait plutôt permettre donc, le savoir-être ou le comportement, comme il disait, dans les 3C. Donc bien sûr, les mannequins, ce serait plutôt pour la mémoire procédurale et les gestes techniques. Et finalement, la simulation numérique, qu'est-ce que ça permet d'apprendre? Nous, on fait le pari que ça permet un peu d'apprendre les trois. Bien sûr, pas le procédural dans le sens qu'on ne fait pas de gestes, mais si on a bien appris le raisonnement clinique et qu'on le connaît bien et qu'on le maîtrise, après, on sera déjà meilleur en savoir-être et en savoir-faire. Même si, bien sûr, le savoir-faire, il faut faire.
Toujours pas de questions ? Donc, et voilà. Oui, alors ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'il faut aussi voir le formateur. Bon, ça, on en reparlera un peu plus tard, mais le formateur, ce que disait Jérôme, a vraiment une place très très importante dans ce genre de formation. C'est que non seulement il doit avoir un savoir médical très important, mais il doit aussi être à l'aise avec l'outil. Il doit aussi, et puis c'est plus du tout la même façon de former. Donc en fait, il va falloir presque former les enseignants à former, mais de façon nouvelle. Et ça, c'est quand même important, surtout pour la formation continue. Donc, je vais vous montrer un petit reportage d'M6. Donc, c'était un projet qu'on avait fait donc, en partenariat avec l'hôpital Kremlin-Bicêtre, qui était justement sur les gestes d'urgence. Donc, bien sûr, les gestes d'urgence, ça a un impact très particulier en simulation numérique, puisque le patient, finalement, peut mourir, virtuellement, bien sûr. Je vous montre ce petit reportage qui était très illustrant, justement, de ce que je voudrais. Avez-vous pris un médicament contre les céphalées ? Oui, du paracétamol à 9h30. Dans cette université parisienne, cet étudiant en médecine essaie de diagnostiquer un patient. Quelque chose qui ressemble à une énergie. Pour arriver à cette conclusion, il doit lui faire passer toute une batterie de tests. En fait, il choisit à chaque fois ce qu'il veut faire. Donc il y a des choses qui sont bien à faire pour ce patient, donc qui est tombé, et d'autres choses qui ne sont pas nécessaires. Et donc au fur et à mesure, il va gagner ou perdre des points. L'objectif, permettre aux étudiants de s'entraîner en prenant des décisions virtuelles. Quand l'écran de fin arrive parce qu'on a oublié quelque chose de très important, ça fait un choc quand même de se dire « Ah quand même, ça aurait été vrai, j'aurais pu tuer quelqu'un ». Encore en phase d'essai, ce jeu vidéo fera partie du programme de l'université dès la rentrée prochaine. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo ? C'est que il avait peur de le tuer, il se dit qu'il aurait pu le tuer. Et ça a vraiment un impact. Et c'est ce qu'on appelle en fait un apprentissage actif. Donc c'est là-dessus aussi que je voudrais arriver. Donc qu'est-ce qu'un apprentissage actif finalement ? On sait très bien qu'un médecin, c'est en pratiquant qu'il sera meilleur. Sauf que comme on disait pour un simulateur, par exemple les pilotes d'avion, bien sûr il faut s'entraîner avant. C'est toujours plus rassurant pour les passagers de l'avion et pour un patient. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement l'apprentissage actif ? Alors déjà, c'est qu'on va essayer de reproduire au plus proche possible la réalité clinique que vivent les étudiants et les professionnels de santé. Mais là, je pense surtout aux étudiants que je suis allée interroger. Parce que finalement, comme vous a montré Lucille par rapport au projet, donc vous avez vu, il va avoir son patient virtuel devant lui, il va pouvoir lui poser des questions comme dans la vraie vie, sans avoir à cliquer avec l'agent conversationnel. Donc, avant l'agent conversationnel, on cliquait sur des phrases toutes faites. Là, vraiment, il va poser ses questions comme dans la vraie vie. Il a un patient en face de lui. Il va falloir qu'il creuse, qu'il lui pose des questions, qu'il aille enquêter, qu'il aille comprendre son problème, comme dans la vraie vie. Il va falloir ensuite qu'il regarde le dossier médical, les examens complémentaires, à la rigueur, qu'il prélève des examens complémentaires si c'est nécessaire. Et ensuite, il y aura des petits quiz, donc ça c'est pour l'évaluer. Et la partie aussi qui n'a pas été si montrée finalement dans la plateforme et qui plaît beaucoup, c'est le côté collectif. C'est qu'une fois qu'on a fait une formation, on a ses retours, c'est-à-dire qu'on a ses statistiques. Et quand on le fait en groupe, on peut voir les statistiques du groupe et on l'a fait tout seul, on s'est immergé complètement dans la solution. Et en fait, on en ressort et là, on va discuter avec ses collègues justement de nos pratiques, de ce qu'on a fait, de nos erreurs. Voilà. Donc sinon, un peu donc ça, un apprentissage actif, parce que finalement, ça fait appel à différents ressorts de la mémorisation. Donc déjà, il y a l'ouïe, il y a la vue, il y a pas le toucher, mais déjà, il y a de l'émotion. Donc c'est vraiment de la stimulation multisensorielle. Et ça a déjà été prouvé, ça permet un apprentissage actif. Ensuite, quand je vous disais justement qu'il va pouvoir travailler, réfléchir par lui-même pour après voir ses propres erreurs, ça, c'est l'apprentissage par essai-erreur, qui pareil, ça fait plus d'un siècle, on sait que c'est efficace. Donc là, j'ai mis d'ailleurs Sordic sur mon papier. Mais ce qui est plus connu, c'est Skinner. Je ne sais pas si vous connaissez la cage de Skinner, justement, avec donc c'est des rats qu'on met dans des cages. Et en fait, on l'enferme. Il va rentrer dans une petite pièce où il y a à manger. On ferme cette pièce, on lui met un choc électrique. Je peux vous garantir qu'il ne retournera plus jamais. Il a appris. Voilà, donc on peut aussi apprendre comme ça par des émotions, et par essai-erreur, ce qu'on appelle par essai-erreur. Et finalement, se tromper, c'est ce qui permet d'apprendre. Ensuite, troisièmement, comme je vous l'ai dit, on est complètement immergé, donc c'est une exploration libre dans l'interface graphique. Alors ça a été montré aussi par Piaget, notamment en psychologie de l'enfance. Donc finalement, laisser les enfants découvrir par eux-mêmes, ça s'appelle aussi un apprentissage actif et ça permet de mieux apprendre. C'est exactement ce qu'on propose avec la simulation numérique. Ensuite, je vous parlais donc des échanges verbaux entre pairs. Donc ça, c'est vraiment quand c'est en collectivité, mais ça peut être aussi quand on crée des cas. Voilà, parce que ça, c'est aussi une nouvelle modalité à laquelle on n'avait pas spécialement pensé. Et en fait, en allant voir les tests, en allant voir les étudiants, pas tous, mais il y a plein d'étudiants qui aimeraient bien, eux, se mettre à créer des cas. Eux, ils trouvent ça intéressant. Donc pourquoi pas
aussi se lancer là-dedans. Mais là, ce qu'on parlait surtout, c'est vraiment les échanges. De toute façon, ça améliore l'apprentissage. Et ensuite, il y a le caractère ludique de l'outil et de la formation qui, bien sûr, forcément, c'est un attrait. Quand on est attiré, on a envie d'apprendre, on est motivé. Et quand on est motivé, on retient mieux. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir de cette présentation, c'est que la simulation numérique, ça permet un apprentissage non plus passif, mais actif. Je vous remercie. Merci Caroline. Alors, je vous rassure, on n'a pas enfermé des étudiants et pas de décharge électrique, si c'était votre question. Je voulais juste vous redonner, si le sujet vous intéresse, le lien vers Sim4Health sur la conférence qui a eu lieu le 11 mai dernier. Et à Paris, on a reçu près de 250 personnes de tout horizon, au même titre que les experts, des experts qui viennent du domaine académique, universitaire, des profils de santé, donc des PUPH. On a également eu la présence du docteur Jacques Lucas, qui est représentant de l'Ordre des médecins et vice-président en charge de la e-santé, pour savoir comment la simulation numérique pouvait rentrer dans le cursus de formation initiale, mais également continue. Et donc vous avez l'ensemble des vidéos qui ont pu être passées donc après 4 heures de conférence, qui sont répertoriées. Donc vous avez à chaque fois les approches pertinentes, notamment un projet qui a été aussi lancé dans le domaine de l'observance, comment on peut accompagner un patient et améliorer donc l'observance, qui est un sujet de santé publique. Voilà.